Et bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info. On est ensemble comme tous les matins jusqu'à 9h. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Gilles Van J'étais un peu dissipé. Oui. Gilles Van Stein est là aussi, on s'excuse de vous déranger, avec Guy Virenbaum et notre invité ce matin, et président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, député de Haute-Loire. Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour Monsieur Apathy. Sondage Ipsos pour France Info. 13% des Français, 13% seulement, juge François Fillon honnête. C'est sur l'ensemble des candidats celui qui recueille la plus faible réponse. Concernant l'honnêteté, faites-vous partie, Laurent Wauquiez, des 13% de Français qui jugent François Fillon honnête? D'abord, Monsieur Apathy, si j'essaie d'être très lucide, je pense que le sondage appliqué globalement aux politiques donne un résultat désastreux. Et je pense que si vous interrogez les gens en leur demandant est-ce que vous jugez Laurent Wauquiez honnête, je ne suis pas sûr que j'aurai un très bon taux de réponse non plus. Et je pense qu'aucun candidat n'a un très bon taux de réponse. François Fillon est celui qui a le plus faible taux de réponse. Alors je me permets de reformuler ma question. Est-ce que vous faites partie des 13% de Français qui jugent François Fillon honnête? Je fais partie des 13% des Français qui jugent François Fillon honnête. Et je vais surtout vous répondre à un point. Cette campagne a quelque chose d'écœurant. Pas sur cette question-là. Légitime et elle est normale. Et puis, pour le coup, ancienne et traditionnelle. C'est-à-dire que ce genre de questionnement est tout à fait ordinaire dans la vie politique française. Ce qu'il est moins, c'est le faible taux de réponse positive concernant un grand candidat. Mais ce qui est frappant dans cette campagne, c'est quoi? C'est qu'au fond, cette question, et la question des affaires, est devenue la mono-question de cette campagne. Et personnellement, je trouve qu'on a une campagne qui globalement donne la nausée, dans laquelle on ne discute plus des sujets sur qu'est-ce qu'on propose et quel rendez-vous pour la France pour les 5 ans qui viennent. Une campagne dans laquelle le débat est totalement escamoté et où, au fond, la question en revient à se dire est-ce que vous aimez ou non François Fillon? Ou pour être plus précis, est-ce que vous aimez ou est-ce que vous n'aimez pas ce qu'a peut-être fait ou ce que n'a peut-être pas fait François Fillon? Je pense que les gens qui nous écoutent se posent d'autres questions. Et qu'il y a une grande colère par rapport au sentiment d'un débat présidentiel qui est totalement escamoté. La faute à qui? La faute à nous tous. À nous tous? Bien sûr, mais je pense globalement la faute... À nous tous, aux républicains, aux hommes politiques Non, pardon, la faute aux politiques, la faute aux journalistes, la faute à la façon dont la faute à François Fillon un peu quand même, non? Bien sûr, nous tous. Et quand il y a nous tous, tout le monde s'y incorpore. Mais surtout, ce que je voudrais bien dire clairement, j'appelle à un vote utile pour la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire voter, vous qui nous écoutez, en fonction de ce que vous attendez pour votre pays. Pénélope Fillon, dans 6 mois, on n'en parlera plus. Les affaires de François Fillon, c'est pas dans sûr, 6 mois... ça, Monsieur Wauquiez, vous n'en savez rien. La procédure, elle peut durer longtemps. Bien sûr, mais ce que je pense, c'est procès, que dans la hiérarchie d'importance du vote et de la façon de structurer son vote, ceux qui nous écoutent doivent se poser quoi comme question? Les vrais sujets. On a un pays qui n'a jamais été autant au bord du gouffre. Ils peuvent se demander si le président pourra faire appliquer la politique qu'il veut faire appliquer dans la situation dans laquelle il sera. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je crois encore la victoire possible, à condition qu'on ait le courage de dire le sujet, c'est pas François Fillon. C'est ça. Le sujet... Donc François Fillon, honnête, malhonnête, ça nous est égal. Et non. Vous ne niez pas qu'il ne l'est pas, mais c'est pas ce qui compte. Non, c'est pas du tout ce que je vous dis. Je comprends ces questions, elles sont parfaitement légitimes. Mais quand ces questions deviennent les seules questions, et que tout le reste passe complètement à l'arrière-plan, je dis attention, cette élection présidentielle va tourner à la supercherie. Il y a des vrais sujets, et je crois quelle est la force de François Fillon? C'est que la réalité, c'est que les Français, la majorité des Français, aspirent au programme tel que lui le propose. Lutte contre le gaspillage de l'argent public, revaloriser le travail, lutter contre le communautarisme, une meilleure régulation de l'immigration. Je suis convaincu que sur ces thèmes-là, il y a une majorité de Français qui adhèrent. Et la première question qu'on se pose, et qui est légitime, c'est est-ce que vous le considérez honnête ou malhonnête? C'est une vraie question pour les politiques aujourd'hui. Mais je ne veux pas que cette élection présidentielle, pour un pays qui a besoin de se réinventer, de se repenser, de se poser des questions profondes sur son avenir, aboutisse à une élection présidentielle qui est un décor de fumée. Et c'est ça qui m'inquiète. Alors c'est marrant parce qu'il y a un homme politique qui en avril 2013 sur RTL accordait beaucoup d'importance à la moralité des hommes politiques. On va l'écouter. La réalité, c'est le problème de la transparence dans le rapport des politiques avec l'argent. Il faudrait que sur tous les postes importants du gouvernement, les gens qui s'apprêtent à être nommés passent par une commission d'enquête qui pourra vérifier qu'ils respectent bien des règles de déontologie. Il faut qu'on mette un peu plus de morale dans tout ça. Il faut faire le ménage avec les brebis galeuses.
Faire le ménage avec les vous, grands hein. mécalleux, c'était donc vous. C'est vous. Juste après l'affaire Cahuzac. Donc ces problèmes de moralité, ça compte. Mais vous avez entendu ma réponse. À aucun moment, je ne vous ai dit que la question n'avait pas de l'importance. Je pense même que dans la crise profonde du politique et dans la nausée actuelle qu'on a, ça joue un rôle immense. Des affaires d'ailleurs qui affectent aussi Marine Le Pen, qui affectent également Emmanuel Macron et qui affectent globalement la classe politique. Emmanuel pas mis en Macron, examen, pour le moment, il n'y a à pas ma de mise en connaissance. examen. Bien sûr. Mais j'ai cru Bah, ça comprendre compte. qu'il y a... Bien sûr que ça compte. Vous Et- auriez dit Bruno Le Roux, par exemple, on vous aurait dit oui, peut-être. Très bien. Et moi-même, je le ressens. Je suis président de région, je suis responsable d'une collectivité locale, j'étais maire. Je vois très bien que dans le regard que nous portent les gens aujourd'hui, ils s'interrogent tous en se disant mais est-ce que vous êtes tous pareils ? Est-ce que ça, c'est globalement l'état d'une classe politique qui s'apparente à la décadence de l'Empire romain et où la France est en train de pourrir par la tête ? Et bien sûr que ces Donc quand questions-là... François Oui, mais Fillon dit qu'est-ce on fait tous la même chose, vous vous dites c'est pas vrai. Non, c'est pas du tout ça ce que je dis. Ce que je dis, c'est que dans un débat présidentiel, ça ne peut pas être la seule question. Regardez notre Mais interview. vous l'avez Regardez dit, notre redit interview. et redit. Oui, pourquoi ? Parce que je pense que c'est très important. Regardez l'interview. On commence par quoi ? Et le grand titre, pour ceux qui nous regardent en même temps sur leurs écrans, c'est François Fillon, honnête ou malhonnête ? Vous auriez pu faire une question sur est-ce qu'on est favorable ou non aux hausses d'impôts ? Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse des efforts sur le On nombre de aurait pu, fonctionnaires ? mais ça, Oui. on a le choix. Bah, on aurait pu bien vous rendre sûr. service, mais Oui, voilà. Oui, mais pas pardon, pareil. on peut aussi, et dans les réponses, on peut aussi vous dire, je ne suis pas sûr que ce soit la Oui, seule mais question Monsieur que se Wauquiez, posent vos auditeurs. Monsieur Wauquiez, vous Voilà. parliez de celui Et qui ça, est le- c'est ma liberté aussi d'homme vous- politique. Vous parlez sûr. de Monsieur Fillon comme celui qui est le mieux placé pour redresser la France. C'est votre point de vue, mais pour ça, il faut une capacité à gouverner. Est-ce qu'il y a une capacité à gouverner quand la question qu'on se pose est celle de l'honnêteté de la personne qui a été élue ? Pardon, j'ai essayé dans mes propos d'être très clair. Je n'ai pas prétendu à un seul moment que c'était le mieux placé pour redresser la France. Je prétends juste que Ah bon dans une élection... Moi, j'ai pas Non, compris alors. j'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, j'ai jamais d'ailleurs utilisé ce verbatim. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit simplement que dans une élection présidentielle, les Français ont le droit qu'une fois tous les 5 ans, on se pose la question du chemin qu'on souhaite prendre. Ce que je constate, c'est que dans cette élection présidentielle, ce débat, en ce moment, n'existe pas. Donc moi, personnellement, je ne parle pas de thèse de complot. Personnellement, je ne parle pas de cabinet noir. Personnellement, Il n'y en a je- pas. Il n'y a pas de cabinet c'est noir. pas mon sujet. Mon sujet, c'est de dire le point important, c'est les valeurs. Et je me bats pour les valeurs auxquelles je crois. Le travail, la lutte contre le communautarisme, la défense des classes moyennes. C'est ça qui m'intéresse. Et je pense qu'il faut qu'on repositionne sur les dernières semaines le débat là où les Français ont le droit qu'il soit. Et- Ok, on a parlé des affaires. Je pense même qu'on en a parlé jusqu'à saturation. Et que maintenant, peut-être, C'est vous qui décidez de la saturation. Là, on va décider de faire une petite coupure et d'écouter, je crois, la ça c'est votre liberté de journaliste. par contre. Merci. C'est un peu raide, mais bien fait. Merci beaucoup. Il est 8h41, Victor Maté pour l'essentiel. Et c'est désormais officiel, Manuel Valls votera Emmanuel Macron à la présidentielle, annonce il y a quelques minutes sur BFM TV. L'ancien Premier ministre confirme qu'il ne votera donc pas pour Benoît Hamon, le candidat du PS, le candidat de son propre parti. Entre 10 et 15 000 manifestants hier en Guyane, c'est du jamais vu, mobilisation dans le calme. C'était l'une des conditions de l'envoi sur place d'une délégation ministérielle. Les ministres de l'Intérieur et des Outre-mer doivent arriver dans la journée. Entendu par les juges du pôle financier à Paris, Pénélope Fillon est à son tour mise en examen, notamment pour complicité et recel de détournement de fonds publics. C'est toujours l'affaire des emplois présumés fictifs de l'épouse du candidat de la droite. Entre 300 et 400 personnes hier soir devant le commissariat du 19e arrondissement à Paris. Deuxième soirée de manifestation après la mort dimanche d'un homme, un Chinois de 56 ans tué par les forces de l'ordre. Et puis l'article 50 du traité de Lisbonne activé, le processus du Brexit est lancé. Photo officielle hier soir, la première ministre britannique Theresa May a signé la lettre officielle de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les négociations doivent maintenant durer 2 ans. France Info. C'est Laurent Wauquiez qui est avec nous dans l'émission politique jusqu'à 9h sur France Info. Question Jean-Michel Apathy. Nous allons parler du programme et parler, Laurent Wauquiez, de l'inquiétude des évêques de France qui notent que dans le programme, alors il ne le cite pas explicitement, mais ça peut s'appliquer au programme que défend François Fillon, il y a beaucoup de rigueur concernant la gestion des finances publiques et peut-être un oubli de la souffrance des individus. On écoute Monseigneur Pontier, c'était à Lourdes hier. Le rapport à l'argent peut aveugler et empêcher de percevoir le drame profond que vivent ceux qui n'ont pas accès au travail, à un logement digne, à la culture. Voilà, on oublie la souffrance des gens, c'est ce que disaient les évêques de France hier. Que leur répondez-vous, Laurent Wauquiez ? Je pense que c'est très juste.
et que ça participe exactement au débat qu'on a eu au début. De cette grande succession de débats escamotés. Je voudrais juste rajouter un point. C'est pas ce qu'il dit. Hein. Non, excusez-moi, je crois que vous comprenez mal ce que Non, vous j'ai dites. très bien compris sur la souffrance de ceux qui sont aujourd'hui déclassés. Voilà, ça n'a pas Qui grand-chose n'est à pas voir avec pris ce en qu'on disait au compte dans début. les programmes, C'est- particulièrement dans celui de François Fillon. qui J'ai est très un bien programme compris. de rigueur des finances Donc publiques. il a raison. D'accord. C'est pas ce que je veux dire. Je vais aller jusqu'au bout de ma pensée, si vous me permettez. Je comprends cette prise de parole des évêques, c'est normal, ils sont dans leur rôle. Je voudrais rajouter quelque chose. Dans cette souffrance, il ne faut pas oublier non plus la souffrance des travailleurs pauvres, qui est un sujet très souvent escamoté en France. La souffrance des classes moyennes modestes, qui ont été assommées par les augmentations d'impôts au cours des 5 dernières années. Les 10 dernières années. Personnellement, en tout cas, et que ce soit sur les retraités, dont je me contenterai de ce sujet, au cours des 5 dernières années, Monsieur Apathy, les retraites n'ont pas été revalorisées une seule fois. Une seule fois. Cette souffrance-là, j'aimerais bien aussi qu'elle ne soit pas oubliée. François Fillon l'oublie dans son programme? Non, parce qu'il l'a corrigé. Et je me suis beaucoup battu pour. Il l'a corrigé sur 2 éléments importants. D'abord, c'est le seul à proposer véritablement un programme de revalorisation des retraites. Deuxièmement, c'est le seul qui a un programme très clair en disant « je vais revaloriser le salaire de ceux qui travaillent en baissant les charges sociales ». Et ça, c'est les vrais sujets. Parce que je pense que dans la détresse aujourd'hui dans la France, il y a d'abord une profonde désarroi des classes moyennes, qui ont été ravagées, qui ont été assommées, sur lequel aujourd'hui on concentre en France tout le poids du paiement du gaspillage de l'argent public, de la dépense publique. Et ça, c'est pas possible. Parce qu'un pays qui lamine ses classes moyennes, ça aboutit à quoi? C'est la République de Weimar, à l'arrivée. C'est l'arrivée des extrémismes. Alors Weimar, oui, voilà. Allemagne, années 20, qui va donner ce que ça a donné en Allemagne dans Il les y en a années assez 30. pour les classes moyennes dans le programme de François Fillon, avec les corrections, ou il en faut encore plus? En tout cas, ce que je constate, c'est que c'est le seul à avoir clairement mis au cœur de son programme les classes moyennes. Et moi, dans mon parcours politique, cette bataille pour la parole des classes moyennes est très importante. C'est pour ça que je prends la parole des évêques pour les publics les plus fragilisés. Je pense que la France fait beaucoup. On peut sans doute faire plus. Et je ne veux pas que dans ce regard, systématiquement, il y ait la voix silencieuse des classes moyennes qui passe à la trappe. Il y a une autre proposition de François Fillon qui a beaucoup fait parler, c'est celle de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires. Et ici même, votre collègue François Baroin disait qu'il fallait faire attention particulièrement sur les suppressions de fonctionnaires dans les collectivités locales. Vous savez qu'il préside l'Association des maires de France. On écoute François Baroin. Aux collectivités locales de réduire, comme il l'entend, les effectifs des collectivités territoriales. Moi, je dis à François Fillon, attention casse-cou. Attention, casse-cou. Attention, casse-cou. Trop de suppression de fonctionnaires dans les collectivités locales. Vous qui présidez une région, qu'est-ce que vous dites à François Fillon? Vous me permettez de répondre avec le fruit de l'expérience? Ah oui, mais de répondre. Dû à votre grand âge. Je vais répondre très Parce clairement. que je ne voudrais pas qu'avec le fruit de l'expérience, vous ne répondiez pas. Donc, de répondre avec le fruit de Vous allez voir, l'expérience. c'est une expérience courte d'1 an. Donc Allez-y. normalement, ça ne donne pas encore lieu à une langue de bois pâteuse. Ça fait 1 an que je gère ma région. On s'était fixé un objectif de faire 85 millions d'euros d'économies. On en aura fait plus de 100 millions d'euros. Si toutes les administrations publiques font ce qu'on a fait en Auvergne-Rhône-Alpes, on ramène le pays à l'équilibre financier en 5 ans. Je ne dis pas que ce n'est pas des efforts, je dis juste que ça n'a pas abouti à des En drames. supprimant des postes, vous avez fait ces économies ou Mais y compris en disant quand on fusionne 2 régions, c'est pour que ça coûte moins cher aux gens. Non, vous avez supprimé des postes? Mais bien sûr. Combien? Alors, globalement, si jamais on compte entre les différentes agences, les postes de syndicats mixtes, etc., on a dû faire un effort de non-renouvellement de postes, de diminution globale de notre masse salariale, qui doit être à peu près de 300 à 500 postes. Et donc, on a fait des efforts. Et j'ai été très clair pendant ma campagne, parce que mes conseillers en communication me disaient « Ouh là là, surtout ne pas annoncer le moindre effort sur la dépense publique ». Donc, il est possible de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, d'après vous, dans le quinquennat? Mais non seulement c'est possible, mais c'est indispensable. Donc le casse-cou de François Baroin est une alerte qui n'est pas fondée ou qui est inappropriée. Ce que je dis surtout, c'est qu'il ne faut C'est pas avoir... pas fondé ou inapproprié, ce que dit François Baroin? Ce que je dis, c'est que si tout le monde s'y met et qu'on retrousse les manches, les maires, les présidents de département, les présidents de région, les ministres, on peut y arriver. J'ai un avis qui peut être différent par rapport à celui de François Baroin là-dessus. Pourquoi? Parce que moi, quand je regarde les postes de fonctionnaires, je regarde de l'autre côté les impôts. Et je sais que si jamais vous voulez ne pas augmenter les impôts, ce que je me suis fixé comme ligne,
Dans ma région, depuis que j'y suis, je n'ai pas touché à 1 euro d'impôt. Eh bien, il faut être capable de faire des efforts sur la dépense publique. Et que notre pays a embauché beaucoup de fonctionnaires, on en a beaucoup plus que l'Allemagne, que personne ne me fasse croire qu'il n'est pas possible de faire des efforts. On peut faire des efforts dans notre pays. La France ne peut pas être le seul pays européen à dire « c'est circuler, il n'y a rien à voir ». C'est une réponse qui est pour moi pas à la hauteur de nos enjeux. Voilà, donc vous avez répondu avec le fruit de votre expérience, et c'est bien, on voulait vous faire entendre, Laurent Wauquiez, le candidat socialiste Benoît Hamon, qui évoque, c'était lors de son meeting à Bercy, la clause Molière. Cette clause, vous faites partie des gens qui en sont à l'origine, qui suppose que toutes les personnes qui sont présentes sur des chantiers de travaux publics, par exemple, maîtrisent le français. Voilà ce qu'en disait le candidat Benoît Hamon. Mais quelle clause tartuffe que cette clause Molière, inventée par la droite avant les élections pour empêcher que l'on parle une autre langue que la nôtre sur les chantiers. Mais comment aurait-on reconstruit la France sans les Polonais, sans les Portugais, sans les Italiens? Tartuffe que vous êtes, Tartuffe Wauquiez, Tartuffe Pécresse, Tartuffe François Fillon. Bon, ça sonne pas mal à la tribune, il faut dire. Qu'est-ce que vous lui répondez à Benoît Hamon? Visiblement, ça sonne un peu moins dans l'opinion des Français. Puisque j'ai cru comprendre que M. Hamon était un candidat en perdition. Méfiez-vous des sondages, on verra. Mais je vais essayer surtout d'avoir une réponse qui soit à la hauteur du sujet qui est derrière. Le sujet qui est derrière, c'est celui du travail détaché. C'est un système délirant, dans lequel vous avez aujourd'hui des gens qui viennent travailler en France en n'appliquant pas le code du travail français et en ne payant pas les mêmes charges que les autres. C'est juste pas normal. C'est un système de concurrence folle qui tire tout le monde vers le bas. La clause que vous évoquez, c'est-à-dire les travailleurs détachés, normalement, on applique, ça c'est parce que la loi sur les travailleurs détachés ou la directive sur les travailleurs détachés est détournée. Normalement, on applique le droit français, mais on ne paie pas les cotisations sociales. Mais pardon, cette réalité-là est totalement détournée sur le terrain. Et qu'il n'y a jamais d'application. Interrogez n'importe quel entrepreneur du BTP. Dans ma région, j'ai 100 000 travailleurs du BTP. On a à peu près 30 000 travailleurs détachés. Vous imaginez le ratio? Et on pense, grosso modo, 15 à 20 000 travailleurs détachés illégaux. Il faut que ça s'arrête. Et donc moi, je ne suis pas du tout dans l'hypocrisie. Je le dis clairement, cette clause Molière, elle est destinée à combattre le travailleur détaché. Elle est destinée à combattre ce système, aussi bien pour moi sur sa dimension illégale que sa dimension légale. Parce que je pense que c'est le signe d'une Europe qui est devenue folle. Et je n'utilise pas seulement cette clause-là. On essaye de développer l'apprentissage en disant on prend des entreprises qui pratiquent l'apprentissage. On ne prend pas systématiquement les moins chers. Et je refuse que sur ce sujet-là, on continue à se dire juridiquement, ce n'est pas possible. Donc on se tait. Cette démission de la classe politique par rapport à un certain nombre de sujets, c'est une page que je veux tourner. Laurent Wauquiez, on se retrouve dans une minute, tout pile, 8h50. Victor Matet pour l'essentiel. Manuel Valls ne votera pas Benoît Hamon, mais Emmanuel Macron, dès le premier tour de la présidentielle, annonce il y a quelques minutes sur BFM TV. L'ancien Premier ministre dit ne vouloir prendre aucun risque face au Front National. Ce n'est pas un ralliement, mais le choix de la raison, explique Manuel Valls. De son côté, Emmanuel Macron remercie Manuel Valls de son soutien, mais insiste à nouveau sur le renouvellement des visages et des méthodes. François Fillon, Marc Joulot et désormais Pénélope Fillon, troisième mise en examen dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif d'assistante parlementaire. À moins d'un mois de la présidentielle, ce compromis sur l'assurance chômage, une nouvelle convention qui devrait permettre plus d'1 milliard d'économies par an. Dans un communiqué, François Hollande salue le travail des partenaires sociaux. LCB pour la cigarette des buralistes, le nom de la marque que les buralistes devraient proposer dans les prochaines semaines. Une marque propre aux vendeurs de tabac, c'est une première destinée à lutter contre les géants du secteur. Et puis le football, les Bleus battus 2-0 par l'Espagne en amical hier soir avec une grande première, l'utilisation de l'arbitrage vidéo pour un match en France. Et résultat, un but refusé aux Français, un autre accordé aux Espagnols. France Info. Nous aussi on a la vidéo, tiens, et bien plus encore. C'est Laurent Wauquiez qui reste avec nous jusqu'à 9h. Question Gilles Bernstein. Oui, c'est tout chaud, ça vient de sortir. Manuel Valls a mis fin au suspense. Il a dit chez nos confrères de BFM pour qui il allait voter à cette présidentielle. On l'écoute. Je pense qu'il ne faut prendre aucun risque pour la République. Et donc, je voterai pour Emmanuel Macron parce que... Pas de gaieté de cœur. Je voterai. Non, je prends mes responsabilités. Ce n'est pas une question de cœur, c'est une question de raison. Voilà, ça va faire quand même un gros pôle social-démocrate, une grosse opposition. Emmanuel Macron très fort dans cette élection. Comment vous réagissez ? Oui. À ce point ? Non mais pourquoi ? Non mais juste... Prenons 2 secondes, un peu de recul.
ça devient l'usine de recyclage des opportunistes de tous bords de la politique française. Et croyez-moi, il y a du monde sur le paquebot, là. On a aujourd'hui un attelage dans lequel vous avez Robert Hue, Cohn-Bendit, Alain Madelin et maintenant Manuel Valls. Et je voudrais juste que... Ça prouve une capacité à rassembler. C'est le rêve de beaucoup de responsables politiques, ça. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais juste ce que je voudrais, c'est que ceux qui nous écoutent se posent une question. Qu'est-ce qui peut sortir de tout ça ? Est-ce que quand vous pensez à la campagne de M. Macron, vous êtes capable de sortir une proposition un peu forte qui vous est marquée ? Voilà un candidat qui nous parle... La baisse de la taxe d'habitation. Oui, voilà un candidat qui nous parle le moins possible de la France et qui nous parle le plus possible des débauchages successifs. Honnêtement, si c'est ça le renouvellement de la classe politique, bon courage, parce que les lendemains risquent de déchanter. Vous disiez tout à l'heure que Benoît Hamon semblait être faible dans les sondages, donc vous accordez une certaine crédibilité visiblement aux sondages. Visiblement, Emmanuel Macron a décroché François Fillon. Donc ça doit quand même vous inquiéter un petit peu. Juste si vous me permettez, et je viens tout de suite sur cette question. Mais vous avez une autre question que vous avez entendue à laquelle vous avez envie de répondre. Ça m'arrive. Allez-y. Parfois, comme ça, vous entendez des voix qui m'arrivent. Moi, je n'ai pas entendu la question. J'ai entendu la question que M. Apathy voulait me poser, sans me l'avoir posée. Très bien. Ça vient du Puy-en-Velay directement. Direct. Alors, nous vous écoutons. Manuel Valls, Le Drian, un nombre de plus en plus grand de membres du gouvernement. Pour un candidat qui, lui-même, pendant 3 ans, a été dans le bureau à côté de François Hollande et ensuite a été ministre de l'économie et des finances. Pardon, mais il y a un moment où ça ressemble quand même très très fort à l'héritier du hollandisme. Donc, l'avantage de Manuel Valls, c'est qu'au moins les choses sont claires. J'ai tendance à penser quand même que M. Macron, c'est un peu du Hollande 2. Donc ceux qui ont été contents des 5 ans, et ça peut arriver, c'est pour ça que j'ai laissé ouvert la question sur redresser la France, les Français ont le droit de se faire un jugement. Ceux qui sont contents des 5 ans, ce qui est sûr, c'est qu'ils peuvent voter pour ce pôle-là. Là, ils peuvent être rassurés. Alors, Emmanuel Macron qui décroche François Fillon dans les sondages ? Oui, c'était la question de Jean-Michel Apathy. Personnellement, moi, je crois la victoire encore possible. Et je la crois pour la raison qu'on a indiquée au début, sur le terrain des valeurs. Et c'est sur ce terrain-là que je me positionne et que je veux me battre. Parce que je suis... Des valeurs. Ça dépend quelles valeurs. Ah oui, ça dépend lesquelles alors. Ça dépend lesquelles. Parce que je suis convaincu... Vous vous rappelez du début de notre discussion ? Oui, bien sûr. Et c'est bien pour ça que je reprends expressément ce mot en sachant pourquoi je l'utilise. Parce que je pense que globalement, les Français adhèrent aux valeurs qu'on essaye de porter pour le pays. Voilà, le travail, la méritocratie, la défense des classes moyennes. Le travail, pardon, Monsieur Wauquiez, le travail et la méritocratie, mais c'est exactement ce qui est au cœur des affaires. Le travail, fictif ou pas, la méritocratie, justement. J'ai bien compris que vous restiez entièrement scotché à ça. Non, on n'est pas scotché, mais c'est vous qui revenez. Elle est scotchante, elle n'est pas scotchée. Vous venez d'y revenir par la fenêtre. Je vous laisse vos manœuvres de séduction entre vous. Je ne veux quand même pas m'immiscer dans l'intimité de ce plateau. Non, mais sérieusement, c'est vous qui revenez à la question des valeurs. Mais pourquoi est-ce que je dis ça ? Et je vais vous l'expliquer très clairement. La politique, ce n'est pas une juxtaposition de mesures techniques. Ce n'est pas juste une petite technocratie dans laquelle on vous dit on va baisser la taxe d'habitation de 3 points ou on va relever telle chose. Il y a un moment où dans un pays qui est à ce point-là en désarroi, il faut aussi proposer une ligne d'horizon. Vous m'avez interrogé sur les évêques. La facilité aurait été de dire oui, il y a juste un problème sur les gens qui sont déclassés, les plus pauvres. Ce n'est pas la réponse que je vous ai faite. Parce que je pense qu'il y a une question à se poser. Qu'est-ce qu'on fait pour la France, pour les classes moyennes ? Ce sujet-là, c'est des questions de valeur. Et c'est ça que je veux qu'on remette à un moment dans ce débat. Soit quoi d'ailleurs, et je vous en remercie, vous m'avez laissé pendant l'interview à plusieurs moments le remettre sur la table. Je m'excuse alors de vous avoir remis, pas moi. Je serais fouetté. Avant d'en venir à une question personnelle que va vous poser Gilles Bronstein, vous dites quand même, je voulais J'aime juste pas les questions personnelles de M. Bronstein. C'est un procès d'intention, quand même. Vous verrez. Je voulais juste le noter. Vous demandez aux électeurs de faire une dissociation entre le programme, le projet et le candidat. Et quand on élit un président de la République, c'est toujours curieux comme suggestion. C'était plus une réflexion, parce que sinon on n'aura pas le temps de la réflexion. Je la comprends, et j'y réponds encore. Je crois que dans cette élection, ce n'est pas la personnalité de François Fillon qui est en cause, c'est d'abord ce qu'on veut pour la France. Je le redis clairement. Qui est en cause. Bien sûr. D'accord. Alors, question très simple, qui peut appeler de votre part une réponse très simple. La presse ce matin se fait l'écho que vous seriez candidat aux législatives et que donc, si vous êtes élu, vous abandonneriez ipso facto votre poste de président de région. C'est vrai ou c'est faux ? Monsieur Bernstein, on est sur un plateau à France Info. Oui. Cette question-là, j'y répondrai chez moi, en Haute-Loire, et en temps et heure. Mais il vous écoute et il vous entend. C'est pour ça. Ne vous dites pas qu'il soit rassuré. On est diffusé en jusqu'à présent. Là où j'habite, on est diffusé jusqu'à là-bas. Jusqu'à présent, j'aime bien faire chez moi. Je vais vous le dire. Jusqu'à présent, vous aviez toujours dit que vous avez été élu il y a 1 an président de région, que vous resteriez président de région. Vous ne dites pas la même chose. Monsieur Bernstein, on est juste avant une élection présidentielle.
Les législatives, elles viendront, et je répondrai à cette question avec beaucoup de clarté, mais en temps et heure. Et elles viendront vite. Amis de Haute-Loire et d'ailleurs, merci d'avoir écouté Pas cette de loi, émission. monsieur Apathy, Haute-Loire. C'est ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, merci d'avoir écouté cette émission avec nous, Laurent Wauquiez. Et à demain tout le monde.